Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Niger, tout comme au Mali ou au Burkina Faso, pas un jour ne passe sans qu'une attaque ne soit signalée au cœur de cette instabilité, la zone des 3 frontières, qui semble être le terrain de choix adopté par les terroristes pour surgir, agir et disparaître. Pourtant, le président nigérien Mohamed Bazoum assure que le rapport de force a changé en faveur de l'armée face aux groupes djihadistes. Des propos tenus lors d'une visite dans la région de Tillabéri, justement en proie aux attaques ces derniers mois. La guerre contre le terrorisme a-t-elle effectivement changé de visage? Les forces de sécurité ont-ils pris l'accent sur le terrorisme? Comment mieux renforcer la sécurité des populations? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Niger, l'armée face au terrorisme. Le président Mohamed Bazoum dans le vrai. On vous revient juste après l'intermède. Avec nous pour en parler, Seydou Kaoussen Maïga, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout, un cadre d'action constitué de mouvements et de partis politiques résolument engagés pour proposer une alternance à la gouvernance actuelle au Niger. Face à William Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste, analyste politique. Seydou Kaoussen Maïga, dans le climat actuel malien, burkinabé et nigérien, on voit beaucoup d'actes, beaucoup de chefs d'État qui essayent de réorganiser les choses, aussi bien militairement que politiquement. Au Niger, le président Bazoum a décidé donc de sécuriser la région dite des 3 frontières, Tillabéri et aux alentours, a décidé donc de rapatrier les populations qui jadis avaient été obligées de fuir. Ces populations-là retournent dans les contrées et on semble prendre, on va dire, les garde-fous pour que la sécurité soit mieux renforcée dans ces zones-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous saluez? Merci à Sika pour ce sujet. En tout cas, moi, ce que je constate au Niger, il n'y a pas un changement ou un rapport de force qui a évolué favorablement pour le gouvernement, parce que les mêmes actes sont en train d'être posés depuis plusieurs années, depuis 2015, on va dire. Et avec l'arrivée du président du PNDS, Bazoum Mohamed, il n'y a aucun changement. Alors, ce qui Bazoum appelle changement, je ne sais pas ce que c'est, parce que pour l'instant, et depuis son arrivée, ce qui n'a jamais été fait, c'est que ce sont des exécutions sommaires. Maintenant, les terroristes, les djihadistes exécutent les gens. Il est vrai que Bazoum Mohamed, contrairement à son prédécesseur, a visité la région de Tillabéri et le département de Anzourou. Ce que Youssouf n'avait pas fait, c'est vrai. Mais en dehors de cela, il n'a pas sécurisé la population, puisque les mêmes personnes continuent à être massacrées, les mêmes personnes continuent à être rançonnées par les djihadistes. Donc je ne comprends pas ce discours qui sont toujours vides. En fait, Bazoum Mohamed, le président du PNDS, est un philosophe de formation. Et là, il est en train d'exercer cette profession en tant que ce qu'il est, quoi. Voilà qui est clair. Hilaire Kofidia, c'est vrai qu'en Semaïga, il serait très, on va dire, un peu dur avec le président Bazoum Mohamed quand même. Non. Il y a les faits, et face aux faits, il faut rester droit dans ses bottes. Le proto-État érigé par les djihadistes au Niger est loin de s'effondrer. Parce qu'il n'y a pas ce jour où on ne remarque pas des morts, on ne remarque pas des tueries. Et lorsque Bazouma se lève pour dire que la mouvance terroriste paraît bel et bien affaiblie, on est choqué, on est surpris de constater que sur le terrain, ce n'est pas la réalité, dans la mesure où les djihadistes sont très actifs, aussi bien au Levant qu'au-delà. Et pour sa gouverne, crier victoire est largement prématuré. Si c'est aller à la rencontre
de ces villageois ou de ces peuples-là et qui attestent de ce que, il y a déjà une accalmie. C'est faux. Car nul ne sait quelle forme prendra la nébuleuse djihadiste dans 10 ans, voire dans 20 ans. C'est Bazoum, le président Bazoum, naturellement. Oui, donc, comme je le disais, nul ne sait quelle forme on prendra la nébuleuse djihadiste dans 10 ans. On a vu avec, depuis 20 ans, avec le 11 septembre, là, la chute de Wall Street, on a vu les djihadistes, les États-Unis, avec tout leur arsenal, n'ont pas réussi à contenir les djihadistes. Et c'est le président nigérien Bazoum qui pense que, avec ce qu'il appelle un effort de guerre, a pu déjà obtenir des résultats. Et non, ce sont des vœux pieux. Je ne le sais pas philosophe, mais il sait que ce sont des vœux pieux et qu'il fasse beaucoup attention entre ce qu'il dit et ce qui se fait sur le terrain. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui pratiquent ces villageois et sont au courant de ce qu'ils vivent. Alors, Seydou Kassem Maïga, le président du Niger, a tenu ces propos-là. Peut-être faudrait-il reconstituer le contexte. Il dit que le rapport de force a changé. C'est des propos tenus peut-être pour expliquer le fait que les terroristes ont quelque peu changé de modus operandi, de mode opératoire, donc, et qu'ils n'agissaient plus comme ils le faisaient il y a quelques mois, quelques années. C'est donc face à un nouveau type de terrorisme que l'État fait face. Mais dans ce cas, M. Johannes a dit qu'il est en train de dire que la seule chose qui a changé, pas qui a changé, qui s'est aggravée, c'est qu'au lieu d'attaquer les forces de l'ordre de défense, parce qu'elles ont déserté les forces de l'ordre de la vérité, c'est ça. Le gouvernement a décidé, la politique gouvernementale a décidé que les forces de l'ordre seront beaucoup plus mobiles que fixes. Donc du coup, quand les terroristes arrivent, ils ont plus facilement accès à la population, elles les rançonnent et les exécutent quand elles ne répondent pas à leurs ordres. Voilà ce qui a peut-être eu un rapport favorable. Pour qui? Favorable pour les terroristes, parce que quand on exécute des civils, c'est pas favorable pour l'État, encore moins pour la population civile. J'aimerais rappeler donc à mon co-débatteur une information, c'est qu'en 2015, juste après l'affaire de Charlie Hebdo, le malheureux attentat de Paris, Issoufou avait déclaré qu'il allait creuser le tombeau de Boko Haram au Niger. Alors qu'à l'époque, Boko Haram n'attaquait même pas le Niger. Et du coup, il a créé un système, une économie de guerre et prébendière. Et du coup, c'était une occasion, et vous connaissez bien sûr le scandale du ministère de la Défense, parce qu'au lieu de donner les moyens à l'armée, ils ont empoché cela. C'est ce que Bazoum est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il dit que les rapports des forces ont changé, il va essayer peut-être de créer quelque chose, mais sur le terrain, il n'y a rien. La seule chose que Bazoum a faite, qui peut être mise à son compte, c'est qu'il a redéployé les populations qui ont fui. Il y a 2 régions. Difa, par exemple, depuis 5-6 ans, il y a des populations qui étaient contraintes par l'armée, même pas par les terroristes. Il faut qu'on soit clair. C'est l'armée nationale qui a demandé aux populations de déguerpir. C'était des zones de culture. Et ces populations ont été redéployées par Bazoum Mohamed dans un village bien donné. À Tillabéri, il y a quelques mois, 3-4 mois, des populations ont été exécutées sommairement et les djihadistes les ont menacés, ils ont quitté, ils sont partis vers Tillabéri à moins de 120 km de Niamey. Et ceux-là, ces personnes ont été redéployées chez elles. Mais tant que l'armée n'a pas une politique de sécurisation physique avec des postes fixes, on ne peut pas dire qu'on sécurise une population qui est en proie chaque semaine aux exactions et aux menaces des djihadistes. Donc, je continue à dire, ce professeur de philosophie est en train de nous amuser parce que, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qu'il fait, ce sont des discours. Il a fait un beau discours d'investiture, là où il a promis de combattre la corruption. Il ne l'a pas fait, ça fait 6 mois. Aujourd'hui, il dit qu'il va assurer la sécurité des Nigériens. Il a fait un point de presse, c'est tout le mérite qu'on peut lui donner. Voilà, actuellement, on sent quand même que le mode opératoire des terroristes a quelque peu bougé. On n'affronte plus, on ne va plus faire de l'attaque frontale, on utilise des voies détournées, on essaye de passer par des sentiers pour atteindre les hameaux les plus profonds du Niger, là où on sait que l'État n'est pas représenté, là où on sait que les militaires ne sont pas déployés en masse. On arraisonne
les vivres, on arraisonne les têtes de bœufs, le bétail des populations, on leur propose de les sécuriser contre rançon, et quand ces populations-là se défendent ou réagissent ou ne sont pas d'accord, et bien on les exécute sommairement. C'est peut-être face à cela que quelque peu le mode opératoire a changé. Le président Bazoum estime que les forces de défense et sécurité ont eu à faire un travail qui fait que l'adversaire change de stratégie. Ce que vous dites est effrayant, mais c'est vrai. Parce que lorsque vous jetez un coup d'œil sur la littérature portant sur la radicalisation, on distingue 3 niveaux d'analyse. On a le micro, qui est l'individu, le méso, qui est le groupe, et le macro, qui est la société. C'est-à-dire, il ressort de choses qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il a un modèle semi-territorial. Et c'est ce que vous dites, il existe une forme souple et semi-clandestine que les djihadistes optent maintenant pour contrôler le territoire. Juste assez suffisante pour collecter des fonds, voyez-vous, et recruter et empêcher l'État de se réimplanter. Et la méthode que vous avez si bien peinte tout à l'heure est si prête. Parce que sous l'effet de la pression, la population, il y a une partie qui perd la vie, mais il y a l'autre partie qui fait allégeance aux djihadistes. Et donc, et le groupe prend du volume. Au lieu que Bazoum vient tenir ce genre de propos mielleux pour avoir de l'admiration et l'approbation du peuple, il devrait pencher et trouver les voies et moyens pour pouvoir échanger avec ces djihadistes et ces terroristes. Parce que j'ai pris l'habitude de dire que ce ne sont pas des animaux, mais c'est des hommes, des femmes, et qui vivent au Niger, et c'est de véritables Nigériens, mais qui sont farouchement contre la façon dont le pouvoir est géré, dont la façon dont le pouvoir est exercé. Parce que lorsqu'il existe un écart entre le peuple et l'État, on assiste forcément à des rébellions. Et donc on cesse de traiter de terroristes et de djihadistes. C'est juste des Nigériens qui manifestent de façon violente, c'est-à-dire leur désaccord ou leur désapprobation par rapport à la façon dont le pouvoir est géré. Parce que lorsque au droit, on ne confère pas sa place sempiternelle, c'est la violence qui s'installe. Et donc, lorsqu'elle est exprimée, il faut trouver les voies et les moyens pour pouvoir le conjuguer au passé, au lieu de rester là à tenir des propos juste pour plaire au peuple. Alors, Seydou Kosset Maïga, est-ce que vous avez le sentiment que cette volonté donc, du président Mohamed Bazoum est en soi une bonne volonté, c'est-à-dire redéployer les populations dans leur contrée d'origine et essayer de mieux les sécuriser? Moi, je retiens une chose importante que j'aimerais signaler, souligner par rapport à mon collaborateur, M. Hilaire. Il a dit qu'effectivement, au lieu de faire des propos mielleux et essayer de perdre la population, c'est là l'objectif du Bazoum. En fait, Bazoum l'a toujours dit, c'est-à-dire qu'il est dans la ligne de continuité de Issoufou. Bazoum n'est pas venu pour changer quoi que ce soit. Alors maintenant, qu'ils disent qu'il a la volonté, on ne doute pas de sa volonté, mais où sont les actes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quoi il sert de redéployer les populations qui ont fui leur zone quand on sait qu'on ne sera pas physiquement présent pour les sécuriser? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on prétend lutter contre le terrorisme. Mais pourquoi ne pas combattre ceux qui alimentent économiquement le terrorisme? Que font les terroristes? Quand ils viennent rançonner ces villageois, quand ces villageois refusent d'obéir, ils prennent tout le bétail. C'est des dizaines de têtes de bétail, que ce soit des vaches, des moutons, des gros et les petits bétails. Ils les emportent. La dernière fois, c'est 50 000 têtes de vaches qui ont été emportées sous les yeux des FDS et qui n'a pas eu de poursuite. Imaginez-vous 50 000 têtes qui quittent la zone de Tilé vers Tawa pour traverser toute la partie nigérienne et rejoindre le Mali. Combien de jours ils vont mettre? Peut-être pas moins de 4-5 jours. Et pourtant, personne ne l'a poursuivi. Et 50 000 têtes de vaches, c'est des milliards, M. Johannes. Et ça, le gouvernement ne combat pas ça. Donc on ne comprend pas. Il y a un paradoxe. On dirait qu'on se fout, excusez-moi du terme, de l'intelligence des Nigériens ou des Africains en général. On dit qu'on lutte contre le terrorisme, mais quand on voit que les terroristes viennent rançonner les populations civiles innocentes, on est incapable d'aller récupérer le bien. L'économie
vous redéployez les populations chez elles. Elles vivent de l'élevage. Mais où est leur bétail? On ne leur donne rien. On leur ramène juste quelques sacs de riz ou de mil. Et après, déjà la saison pluvieuse, elle est finie. Donc ils n'ont pas de greniers. Ils sont vite les greniers. Et avec quoi ils vont vivre? Ils vont continuer à tendre la main au gouvernement? Ce n'est pas la peine de redéployer les gens aussi vite sans les avoir mis dans les conditions économiques et sociales. Il faut tout organiser. Et Bazoum voulait juste plaire, n'est-ce pas? Donc il fallait rapidement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les populations étaient à Tillabéri à une centaine de kilomètres de Niamey et d'autres commençaient à évoluer vers Niamey parce qu'il n'y a personne à Tillabéri. Donc il avait peur que des Nigériens se retrouvent réfugiés dans la capitale nigérienne. Et c'est pour ça qu'il a rapidement pris des dispositions pour les ramener chez eux. Vous voyez, donc c'est de la politique politicienne, c'est malhonnête et je trouve que c'est même inhumain parce que les mêmes personnes ont été victimes d'attaques récemment. Voilà, alors essayer de redéployer des personnes qui ont quitté leur région et promettre du moins de les sécuriser. On sait qu'il y a visiblement quelques actes qui accompagnent ces promesses-là, notamment le redéploiement de soldats dans la région. Est-ce que quelque part, ce n'est pas quelque chose qu'il faut saluer? C'est peu de choses par rapport à la prophétie des djihadistes. Leur prophétie eschatologique leur permet de croire capables de combattre et de battre n'importe quel ennemi. Vous voyez un peu. Et ceux que vous appelez, faire appel à l'aide des soldats pour les contrer, ils ont une autre stratégie, on appelle ça de la surréaction. Et en quoi cela consiste? Ils attirent les pays occidentaux sur des théâtres d'opération et qu'ils connaissent mal, où ils s'exposent à des pertes humaines, les coûts financiers élevés et la probe internationale. Voyez-vous, donc c'est un peu triste parce que tout ce théâtre de conflits, de guerres, d'opposition, de tensions, et fondamentalement dans les États africains se résume à une seule chose, la prévarication érigée en mode de gouvernance. Et il faut que cela cesse, parce que la montée en puissance des groupes armés, ce n'est rien d'autre que, c'est pour dire autrement, la conséquence d'une grave crise de gouvernance qui touche toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, cette crise se caractérise par une disparition de l'État au service de la population. Si l'État au service de la population, ce ne seraient pas les groupes armés qui, pour atteindre un objectif, viendraient les massacrer, viendraient les terroriser, viendraient les passer à tabac. Non. Donc, invitons alors le président Bazoum à jouer son rôle de façon efficace et efficiente, car le fait de privatiser, je l'ai dit tout à l'heure, de privatiser, ce que font les élites politiques qui ne sont pas bien, c'est tenter de privatiser l'État. Oui, tenter de privatiser l'État. Et Jean-François Bayard nous parlera de la patrimonialisation de l'État. Et c'est ça qui fâche les gens. C'est ça qui crée ces foyers de tension. C'est ça qui crée ces groupes armés que d'aucuns appellent djihadistes et que d'autres traitent de terroristes et autres. Là. Il faut penser comment faire pour les gérer au mieux et protéger le peuple. Parce qu'une gestion de la République qui ne protège pas le peuple, mais qui préfère tenir des discours pour plaire au peuple, ne concorde pas avec et la satisfaction de l'intérêt général. Alors, Seydou Kaoussed Maïga, visiblement, rien n'a changé pour vous. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Que devrait faire le président Bazoum en termes de propositions concrètes pour améliorer la situation sécuritaire dans le Niger? D'abord, il doit dépolitiser. Bazoum, s'il veut être pris au sérieux, il doit dépolitiser l'armée. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut laisser les officiers qui sont écartés pour des raisons ou pour l'exposition d'appartenance ou d'allégeance à tel leader ou tel autre de l'opposition ou d'être proche de la société civile. C'est là, il faut cesser cela. Il faut que ça soit une armée républicaine nationale et qui n'est au service d'aucun parti politique. Donc, il faut qu'il dépolitise ce que Youssouf avait fait, qu'il essaie de faire que tous les officiers soient au service du Niger et qu'ils aillent sur le théâtre d'opération au lieu et en lieu et place des jeunes officiers, des lieutenants et des capitaines qui n'ont aucune expérience de guerre, je vais dire, aucune expérience militaire. Ils ont des formations, des qualités, c'est vrai, mais ils n'ont aucune expérience militaire. Notre pays a connu au moins 2 rébellions et nous avons des officiers aguerris.
ce sont ces officiers qu'il faut envoyer sur le terrain. Quand vous regardez les bilans des massacres aujourd'hui et de nos victimes militaires, ce sont des lieutenants, des capitaines et pas plus. Rarement des officiers supérieurs. C'est parce que c'est seulement des jeunes officiers qu'on envoie parce qu'on a peur de la vraie classe militaire et performante qui a fait ses preuves et parce qu'on a peur et on a la hantise des coups d'État. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'ils assainissent la vie publique parce que les moyens qui sont destinés à l'armée sont régulièrement détournés par les barons de ce parti dont il est le président et qui est le PNDS, et ils sont impunément, ils vivent impunément. Donc personne ne les juge, personne ne les arrête, et ils continuent à le faire. Et récemment, on a connu ici un scandale à notre ministère, et ça s'enchaîne. Donc tant que ces deux choses principales n'ont pas été faites, et tant que Bazoum Mohamed n'a pas établi un pont entre lui et les autres acteurs de la vie politique et civile, c'est l'opposition et la société civile, c'est pas un autre Niger, c'est le même Niger. Il faut qu'il essaie de dépolitiser cette économie de guerre qu'il se fait installer. Bon, c'est difficile et même impossible parce qu'aujourd'hui, Bazoum, il est assis sur un fauteuil, mais sous sa tête, il y a le portrait d'Issouf. Je veux dire que Issouf est debout et derrière lui, et il lui donne des instructions. Parce qu'aujourd'hui, on a deux présidents au Niger. Bazoum est dans le palais et à 500 mètres de lui, il y a Issouf qui n'a pas quitté le palais. Vous voyez? Donc voilà le contexte. Bazoum, certes, peut-être qu'il a de la bonne volonté, mais il est un peu menotté. Il est menotté et il est téléguidé. Il ne peut pas nommer les ministres qu'il veut, il ne peut pas nommer le chef du gouvernement qu'il veut. Prétorien. À Ottawa, Issouf avait la garde présidentielle à son service. Donc tant que cela n'a pas été fait, tant que Bazoum ne s'est pas libéré du joug de Issoufou, il ne peut pas diriger le Niger. Des propositions concrètes? Il faut que les systèmes d'éducation se portent de mieux en mieux. Puisque si le peuple, dans sa grande majorité, avait accès à l'éducation, et les choses se passeraient autrement. Et les djihadistes, tels qu'on les appelle, ne trouveraient pas la facilité pour recruter les peuples qui sont dans leur contrée, et ils n'iront pas à leur rencontre parce que le peuple sera occupé. Et il faut privilégier la santé. Et je crois que le Niger a été doté d'un centre hospitalier de renommée internationale, semble-t-il. Mais IACD ne doit pas passer par un parcours de combattant. Et le coût pour se faire soigner, il doit être revu à la baisse pour permettre aux citoyens nigériens lambda d'en bénéficier. Vous voyez, quand il y a l'éducation, quand l'éducation se porte mieux, et les élites de demain viennent de l'éducation, c'est pourquoi l'école fait toujours l'État, ça c'est clair. Donc, et la santé qui se porte bien, et peut servir sa République. Et quand ces deux choses-là sont privilégiées, on a forcément un ordre public décent, d'où la sécurité, la tranquillité, la salubrité. Et voyez-vous, et les idéaux qui justifient l'État-providence et l'État rêveur, l'État qui privilégie le citoyen, le peuple, au lieu que d'attendre d'abord que les crises arrivent pour forcément passer par la voie devenue un slogan de dialogue, d'échange, et après opter pour ce que l'on appelle délai de transition, susciter de prorogation. Pour éviter tout ça, il faut que Bazoum cesse de gouverner à travers l'ombre de son successeur. Il faudrait son prédécesseur, autant pour moi, il faudrait qu'il puisse jouir d'une liberté d'agir, qu'il disposait d'une coupe de franche pour penser la République à sa manière, histoire de pouvoir satisfaire le peuple. Parce que, je le dis et je le répète encore, l'État, le peuple, ce sont deux choses qui doivent dormir dans le même lit que l'amour et la jalousie. Et quand la politique, elle est exprimée, elle est exercée de cette façon-là, et tout va bien et dans le meilleur des mondes.
Alors, Sédou Kansen Maïga, le président semble quand même quelque peu, je dirais, préoccupé par la sécurité dans le pays. Vous saluez le fait qu'il se soit déplacé lui-même dans la région de Tillabéri, ce qui n'avait pas été le cas de son prédécesseur. Selon vous, au niveau des forces de défense et de sécurité, est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion, selon vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion qui vient donc de la part de l'exécutif et du nouveau président de la République? Non, je ne pense pas. Je salue encore, comme vous l'avez dit, sa visite à Tillabéri. Et avant Tillabéri, Bazoum Mohamed était à Difa. Ça c'est vrai. Et il a ramené les populations de Difa, il les a visitées, et celle de Tillabéri, même chose. Mais il n'a rien fait de plus, quoi. Par contre, maintenant, au niveau de la gestion de la défense et de la sécurité, Bazoum n'a pas les mains libres. Bazoum ne peut pas décider de qui est ministre de la Défense et de l'Intérieur. Bazoum ne peut pas décider de qui est chef d'état-major ou bien qui s'occupe de tel ou tel enseignement. Donc, voilà le contexte. Il se trouve qu'il est vraiment là sous les ordres directs de Issoufou. C'est-à-dire que nous avons un président qui est sorti de son deuxième mandat et qui, soi-disant, a fait une alternance. Et nous avons quelqu'un d'autre qui est assis sur le même fauteuil et qui exécute les ordres de celui qui dit qui est parti. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qu'Issoufou fait, c'est quelque chose de singulier. Issoufou a été le premier, en tout cas je vous défie de me donner un autre, le premier homme, chef d'État en exercice, qui a été aux élections avec son adversaire, son challenger en prison, dans la cellule des prisons, au deuxième tour. C'est le seul. Et bien sûr qu'il a gagné. Et Issoufou, bien sûr, a été le seul chef d'État du monde qui finit ses 2 mandats et qui refuse de quitter le palais présidentiel. Trouvez-moi un deuxième. Parce qu'en Afrique, c'est vrai qu'on est champion pour faire des choses singulières, mais Issoufou est champion des champions. Donc voilà quelqu'un qui est multimilliardaire, qui a pillé le Niger, mais qui prétend avoir passé démocratiquement le pouvoir et qui est immensément riche et qui refuse de quitter les locaux de la présidence. Il reste dans le même environnement, sécurisé par la garde présidentielle. Le responsable de la garde présidentielle ne vit pas chez Bazoum Mohamed, il vit chez Issoufou Mohamed. Vous voyez, le problème est là. Donc Bazoum est prisonnier de ce système que Issoufou a bien émaillé. Issoufou a décidé de qui sera Premier ministre, qui sera ministre de l'Intérieur, de la Défense, des affaires étrangères, des Finances. Tous les ministres régaliens, ils sont aux mains d'Issoufou, avec le chef du gouvernement. Donc Bazoum n'est qu'une marionnette, en fait. Comme disait le chef des filles de l'opposition, son excellence Mamadou, c'est un avatar de Issoufou. Bazoum est un avatar. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président, c'est un avatar. C'est quelqu'un qui est en place pour diriger le Niger pour au moins 5 ans. Il a forcément sa propre politique. Si déjà il se permet d'aller à Difa ou à Tillabéri, ça veut dire qu'il entend quand même répondre du mandat qu'il a engagé avec le peuple nigérien. Oui, il fait ce qu'il peut pour avoir le peuple avec lui. Juste que nous sommes en train de voir les facettes cachées du Dauphinat. Ce sont les facettes cachées du Dauphinat, pour ne pas dire les limites du Dauphinat, parce que lui, au moins, il a compris que entre le peuple et lui, donc l'État, l'amour doit durer. L'amour doit durer. L'amour ne doit pas être d'une durée, le temps ne doit pas constituer un regret. Il a compris ça et il est en train de surfer sur ça pour quand même montrer que, contrairement à mon co-débatteur, lui, il est avec le peuple et il exprime quelque chose qui n'a rien à voir avec Youssouf. Mais malheureusement, les faits nous enseignent tout à fait le contraire. Vous voyez? Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que on voit que les dirigeants pensent la gestion de la République et depuis leur bureau, leur salon de ministère ou dans les grandes organisations internationales dont la déconnexion avec la réalité est effrayante. Donc,
c'est bon d'aller au contact du peuple, mais c'est meilleur d'apporter au peuple la solution et par rapport aux mots qui les minent et qui font que ils ont été choisis. Et ce que mon co-débatteur est en train de peindre est triste et lugubre, hein, et je ne le contrarie pas pour la simple raison que ce sont des vérités. Elles ne sont pas bonnes à entendre, mais elles restent des vérités. Parce que la conquête du pouvoir et sa conservation, on le sait, ne sont perçus que comme un accès à une manne intarissable. Sinon, comment comprendre que vous avez fait 2 mandats et les élections ont été organisées, votre dauphin a gagné, mais vous êtes encore tapis dans l'ombre en train de lui dicter la politique à suivre pour mener à mal la Res Publica. Ça, ce n'est pas bien. C'est un Nigérien qui parle et j'achète un peu ce qu'il dit. Sauf que, bon, si ça peut permettre à Bazoum de revoir sa politique, ce serait bien. Parce que, comme vous le dites si bien, il reste pour le moment l'homme fort et légitime du Niger. Et donc, que son programme d'action du gouvernement puisse concorder avec la volonté du peuple et que les postes ministériels clés cités ça et là et qui seraient alors des amis ou des proches de l'ancien président puissent finalement venir à des gens qui ont le profil adéquat pour les administrer. Parce que l'administration n'est pas la chose privée de quelqu'un, c'est pour nous tous et il faut des hommes forts et bons pour mieux les gérer et non des proches. Sinon, après, on retiendra au bilan de sa gestion le favoritisme et le népotisme. Ce n'est pas l'ancien président de la République qui viendra répondre de sa gestion. C'est bel et bien la personne de Bazoum qui répondra de la gestion et de comment l'État est actuellement conduit. Voilà. Celui Conseil Maïga au Niger actuellement, et selon un rapport d'Amnesty, il y a de plus en plus d'enfants qui sont tués ou recrutés par les groupes djihadistes. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu de ce rapport-là? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Bon, ça, je n'ai pas eu accès à ce rapport, mais on s'en doute. Et c'est évident, M. Johannes, parce que quand vous regardez, en fait, ce qu'il faut les djihadistes, c'est progressif. Tout à l'heure, mon co-débatteur, M. Kofidja, avait bien expliqué comment les djihadistes agissent depuis les micros jusqu'au macro. Alors, vous voyez, quand on renseigne la population, quand elles ne peuvent plus donner du bétail ou d'autres choses, les revenus de leur commerce ou de leur agriculture ou leur élevage, c'est quoi la conséquence? C'est que plus tard, on va vous demander un enfant. Vous avez le choix. Vous voyez? Donc, c'est quand même catastrophique. Quand on voit qu'Issouf Mahamadou a installé une dizaine de bases militaires étrangères occidentales et de façon unilatérale, sans à demander l'autorisation à l'Assemblée nationale. Tout ça parce qu'il a prétexté qu'ils vont aider l'armée nationale nigérienne à défendre nos frontières. Et voilà que Bazoum arrive aussi. Il va à Paris, il fait la même chose que Issoufou. Il dit on a besoin de plus de Barkhane et tout ça. Mais rien n'y est fait. On laisse les populations à la merci. Quand je dis à la merci, ça veut dire que les djihadistes font ce qu'ils veulent avec les gens. Jusqu'à maintenant, recruter dans les... Donc, c'est évident. On ne peut pas échapper à cela parce qu'aujourd'hui, ils vont étendre leur zone d'influence et ils vont recruter dans la jeunesse. Et là, ça serait grave parce que ce sont les jeunes enfants, c'est l'avenir du Niger qui sont en train de mettre en péril. Tillabéri au Niger, une génération entière est en train de croître, de grandir dans une ambiance de mort et de terreur. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer le changement de mode opératoire de ces terroristes-là qui aujourd'hui vont capter dans les enfants pour les faire former ou à défaut en tuer? On a l'impression que le djihadisme aujourd'hui est en train d'évoluer, de devenir limite du cannibalisme. Est-ce autre chose aujourd'hui? Et il évoluera encore. Il évoluera encore tant qu'on ne va pas cesser de confondre les deniers publics avec ses propres deniers. Il évoluera encore tant que nos dirigeants ne vont pas choisir de s'occuper de leur propre pays
il évoluera encore plus tant que nos dirigeants ne vont pas cesser de mener une politique d'exclusion où on note le bafouement du droit. Et il évoluera encore tant que nos dirigeants ne vont pas revoir le niveau de vie. Le niveau de vie du citoyen lambda. On prend des décisions au sommet pour punir inconsciemment le peuple. Alors que c'est ce même peuple-là qui est allé dans les urnes vous choisir. Et il n'est pas allé vous choisir pour souffrir. Il est allé vous choisir pour que vous puissiez le servir. Il est allé vous choisir pour que vous puissiez lui accorder le minimum alimentaire. Et qui plus est, le minimum de besoins alimentaires. C'est important. Mais ils sont dans leur bulle. Et de cette bulle-là, ils ne voient que les laudateurs. Ils ne voient que ceux qui les applaudissent ou ceux qui leur font croire, et pour pouvoir sauvegarder leur ventre mou, que ce qu'ils font est bien. Ils ne font pas des descentes utiles en temps de paix. C'est en temps de guerre qu'on estime qu'il faille aller à la rencontre du peuple, l'écouter pour pouvoir mieux forger les tests, toucher. Non. C'est en temps de paix, au moment où tout va bien, qu'il faut aller à leur rencontre et privilégier fondamentalement l'éducation. Parce que privilégier l'éducation veut dire quoi? Créer les conditions idoines, voire convenables, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'école. Et à côté, faire en sorte également que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Ici, chez nous, dans nos États africains, se soigner, c'est difficile. Alors que dans les pays européens, c'est systématique et quasiment gratuit. Vous voyez? Donc, ce sont ces postulats conscients que les dirigeants devraient pasticher pour pouvoir aller éradiquer un peu et le mécontentement, puisque nul n'est méchant volontairement. C'est pourquoi moi je refuse le vocable de djihadiste, de terroriste. Ce sont des Nigériens affamés et fâchés. Voilà. Nigériens affamés et fâchés qui expriment leur colère pour la simple raison que la façon dont on est en train de gérer la cité ne concorde pas avec ce qui semble être retenu, ce qui peut retenir l'approbation et l'admiration du plus grand nombre. Donc, j'en appelle à nos dirigeants africains, et notamment, dans le cas d'espèce, au président Bazoum, et au lieu de rester là à servir les intérêts de son prédécesseur, de mieux se focaliser et de s'occuper de son propre pays et de ses citoyens. Alors, celui concerne Maïga, la zone dite des trois frontières est effectivement la cible d'attaques récurrentes. Deux groupes armés principaux sont à signaler, l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Selon vous, est-ce qu'il ne faut pas une stratégie concertée des trois pays de cette zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger? Est-ce qu'il ne faut pas une attaque ou une concertation ou une contre-offensive coordonnée de ces trois pays-là pour rentrer, pourquoi pas, dans la zone? Vous savez, moi, M. Joannet, j'ai dit quelque chose qui est ma conviction profonde, mon intime conviction. C'est-à-dire que déjà, il y a des forces conjointes. Il y a la force de la MINUSMA qui est là-bas, qui combat depuis 10 ans, soi-disant, les terroristes. Il y a les forces, déjà avant l'arrivée des Barkhane et des Serval et des Barkhane, il y avait aussi des opérations conjointes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, à Barkhane, qui évolue, qui se dit Tokouba et tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant, M. Johannes, quelqu'un qui est sensé et raisonnable, qui connaît la force militaire du Niger, du Mali et du Burkina individuellement, qu'on dise que des individus en moto qui n'ont pas de formation militaire vraiment de qualité viennent mettre à terre nos armées. On comprend le Mali qui a vécu une vraie guerre, parce que vraiment les mouvements armés qui sont venus et revendiquer l'Azawad, ceux-là étaient des mouvements vraiment bien organisés, des Maliens qui étaient en Libye et qui sont revenus chez eux, et maintenant qui sont dans les processus de pays qu'on connaît. Mais le Mali, ça c'est le Mali. Au Niger, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Moi, mon intime conviction, c'est que tout se passe comme si
le terrorisme est entretenu, en fait. On prend le cas du Niger. Jusqu'en 2015, juste avant la fin du premier mandat d'Issoufou, Issoufou a lancé la guerre contre le djihadisme sans que les djihadistes aient attaqué un seul instant le Niger, notamment Boko Haram. Et il a créé cette économie dont je parlais. Et depuis ça, il a mis un état d'urgence sur tous les territoires du Niger. Il a usurpé le pouvoir, il a organisé des élections, passage en force et tout ce que vous savez. Il s'est installé illégalement parce qu'il était impopulaire, il ne pouvait pas gagner les élections. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il a fait ses deuxièmes élections pour revenir au pouvoir, son challenger était en prison, en cellule, et il était contraint de faire un deuxième tour. Il est venu faire la fin de son deuxième mandat. Même chose, le terrorisme a été entretenu parce qu'on n'armait pas les militaires nigériens pour combattre le terrorisme. On armait la garde présidentielle pour empêcher le coup d'État. Et il a installé celui qu'il veut parce que c'est encore un autre hold-up électoral d'envergure qui a été organisé. Voilà ce qui se passe. On ne combat pas les terroristes. Sinon, tout ce que vous dites là serait facile. On ne peut pas comprendre que le Burkina, qui a même une école de formation de commando, le Mali, qui a une école aussi d'officiers et même une école de maintien de la paix, le Niger aussi, qui a le l'hôpital militaire et qui a des bons officiers reconnus et réputés, qui ne puissent pas faire face à cela. C'est parce que tout simplement, le gouvernement n'a pas l'intention de mettre fin au terrorisme. Peut-être que certains pays occidentaux les accompagnent parce que avec cela, c'est une économie, vous savez ce qui se passe entre la France et le Mali, et des accords de défense un peu flous, et dans lesquels la France peut-être tire un gros avantage. On ne sait pas parce qu'on ne les a jamais lus. Et il y a une journaliste française qui disait à un moment donné que même quand un soldat français tuait de façon accidentelle des Maliens, il ne sera pas poursuivi. C'est ce que disent les accords qui lient la France et Barkhane et le Mali. Vous voyez, des choses comme ça. C'est un exemple comme ça que je vous dis, à tout hasard, mais c'est pour vous dire la gravité de ce qui se passe. C'est comme si vraiment, au Niger en tout cas, on a l'impression que le gouvernement ne veut pas que ce terrorisme finisse, parce que le PNDES de Bazoum et d'Issoufou ne peut pas régner sans le terrorisme. Et ça, je le maintiens. Alors aujourd'hui, on sait que le problème ne se pose pas qu'au Niger. Le Mali est concerné, le Burkina Faso est concerné. Au Burkina Faso, on ne fait pas de langue de bois en disant que on va dire que ça ne va pas du tout. La sécurité est à terre. C'est pareil au Mali où on sait que le régime militaire tente vaille que vaille de maintenir le pays dans une relative sécurité. Si le problème se pose entre trois pays, on parle d'une zone des trois frontières où les groupes qui opèrent dans la région est ciblé, qu'est-ce qui pourrait empêcher de faire des attaques coordonnées ou de faire des contre-offensives coordonnées pour essayer d'endiguer un peu plus le problème? C'est la volonté politique qui fait défaut. C'est la volonté politique qui fait défaut, et à côté de la volonté politique, les limites de nos élites politiques, les limites de nos élites politiques. Et l'union fait la force, qui reste un slogan essentiel pour obtenir le résultat recherché ou escompté. Et voudrait que les parties prenantes puissent être sur le même piédestal et qu'ils soient animés des mêmes volontés, qu'elles soient prêtes à faire les mêmes concessions et qu'elles soient décidées, à laisser des plumes. Et cette volonté politique, elle n'est pas farouche. Elle est plutôt teintée et diminuée par des intérêts personnels et égoïstes. Et le peuple doit se contenter des miettes qui relèvent plus de soins palliatifs que curatifs. Et quand ça se passe comme ça, et soyez-en sûrs, eux, ils ont avec eux la colère. Et sous l'effet de la colère, on se dit capable de perdre. Ils sont même prêts à perdre de leur vie pour permettre à d'autres de pouvoir en jouir après. Et donc, ces actions et ces actes ignominieux devraient permettre aux dirigeants de ces trois pays de revoir
la copie de leur politique. Et ce qui manque, et que vous dites ici bien, c'est fondamentalement la volonté politique de ces trois États. Il est facile de parler, mais il est difficile de coordonner les actions autour d'un même creuset et mobiliser les ressources humaines et les hommes adéquats, les profils adéquats pour atteindre le résultat escompté. Et ça, il faut de la volonté. Il faut faire preuve d'humilité. Il faut de l'humilité, hein? Et il faut faire preuve de sacrifice. Il faut accepter vraiment être dans la peau d'un serviteur pour pouvoir atteindre ce résultat. Sinon, comment comprendre qu'à trois, on note les mêmes manquements, les mêmes problèmes, de façon individuelle chez chacun des États que vous citez. Alors que normalement, à trois, vous pouvez endiguer totalement ou complètement ce phénomène-là. Seydou Kassem Maïga, on parle de plus de 500 morts entre le 1er janvier et le 29 juillet 2021. Par rapport à ces chiffres-là, est-ce qu'on devrait négocier avec ces groupes armés-là ou certains de ces groupes-là qui auraient, pourquoi pas, des plateformes revendicatives qui pourraient être prises en compte par l'État? Oui, moi je pense que comme le Mali à un moment donné avait commencé à le faire, il faut négocier avec les groupes armés, djihadistes qui prennent le dialogue. Mais la plupart ne cherchent pas le dialogue parce que vous savez, quand on veut combattre la République ou la démocratie, il n'y a pas de démocratie, enfin, il n'y a pas de débat. Et ces groupes ont la particularité, contrairement aux mouvements rebelles et aux révolutionnaires, de ne pas avoir de revendications autres que la terreur. Vous voyez, donc c'est pour ça que eux aussi, quelque part, ils sont favorisés par la politique gouvernementale et le manque de volonté politique qui laisse faire. Regardez le cas, quand tout à l'heure vous posez la question comment est-ce qu'on va faire pour combattre ces terrorismes-là. L'Algérie, elle a mis à peine 10 ans pour en finir avec le terrorisme, mais un terrorisme beaucoup plus puissant et mieux organisé que celui de ceux qu'on constate dans le Sahel. Et pourtant, elle l'a vraiment éradiqué, même si elle l'a transféré vers le Sahel et le Sahara. Mais c'est pour vous dire que quand il y a la volonté politique, quand l'armée a les moyens, on est capable de tout. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina est incompréhensible et ça dépasse des fois l'entendement. Donc les 500 morts qu'on dit, vraiment c'est dommage et c'est pas fini. Et d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, personne ne cherche à négocier, en tout cas pas au Niger. Moi, je pense que il est possible de négocier, parce qu'à la base, les jeunes qui ont été enrôlés dans l'État islamique au Grand Sahara du côté du Niger, ils ont été persécutés par l'armée nationale. C'était des débats vieux, et puis après, il y avait des conflits, et ça s'est dégradé. Donc, je pense qu'on peut toujours revenir, mais je crains qu'avec certains jeunes, ils soient arrivés à un point de non-retour, parce que tout simplement, l'État a abandonné ces populations et l'idéologie terroriste leur a été inculquée et ils croient quelque part. Et ils sont abandonnés, ils sont pauvres, ils sont sans défense. Donc vous voyez, forcément quand un individu comme ça, un jeune ou un adulte qui est dans cette situation, retrouve un groupe qui le sécurise, qui lui donne des moyens, il se sent sécurisé et il pense que c'est sa famille et il l'adopte. Alors, Ilia Kofidia, on parle de plus de 30 000 enfants déscolarisés dans la région de Tillabéri. Que doit-on faire? On parle de besoins, de réactions urgentes par rapport à cette crise-là, qui quand même est une crise au-delà de la nation nigérienne, une crise régionale. Le Burkina Faso, on le sait, avait fermé la porte à la discussion face aux djihadistes. Quelques semaines après, ils avaient subi une attaque. Le Mali, aujourd'hui, veut instaurer le dialogue. Que doit-on faire pour que les points de vue soient harmonisés, des points de vue communs, pour essayer de répondre rapidement à la chose? Il s'agit de s'asseoir et de penser de façon détachée aux mots qui justifient de telles attaques, de telles pratiques. Et la priorité devrait être donnée à la gratuité de l'école. La gratuité de l'école pour tous, de 3 ans
de 3 ans à 11 ans, l'école gratuite pour tous, hein, pour pouvoir récupérer ces enfants, ces filles et filles du Niger. C'est extrêmement important. Et parce que à chaque rentrée scolaire, on constate que les enfants de ces contrées n'ont pas les moyens. Les enfants de ces contrées ne disposent, leurs parents n'ont pas les moyens de les scolariser, alors que parallèlement, les politiques, les enfants vont dans les lycées français, et dans le cours, c'est quasiment le salaire d'une année d'un citoyen nigérien lambda, et au lieu d'accorder les soins, la gratuité des soins également à ces jeunes enfants, et eux, ils ont la latitude d'aller se soigner à l'étranger. Vous voyez le parallèle qu'il y a entre le modus vivendi des élites politiques et le modus vivendi des citoyens, de la population. L'écart est trop grand et il faut faire un effort considérable pour le rapprocher. Et je dis l'enseignement d'abord, l'école, la santé, et à cela, le péage que l'on a vanté pendant la campagne électorale, hein, et qui consiste à créer, l'État doit créer d'emplois. Il ne s'agira plus simplement d'organiser des examens et de recruter et ces jeunes-là dans la fonction publique, mais il s'agit de penser à d'autres structures qui puissent les accueillir, histoire de leur permettre à dire le minimum social. Parce que lorsque le social est faiblement considéré, lorsque le PAG n'est pas hautement social et que c'est hautement pénal ou hautement affamé, ça ne fait que faire que des fâchés. Et c'est cette humilité et c'est cette façon de penser la res publica avec une certaine aisance et avec un certain recul qui font défaut chez nos dirigeants. Et cela fait défaut d'autant que c'est le moi, l'ego, qui l'emporte et qui prime sur le nous. Or, le nous, entre le nous, c'est le peuple moi. C'est le peuple moi. Le peuple a besoin de l'État comme l'arbre a besoin de la pluie. Et aussi bien comme l'ombre a besoin du jour. Donc quand ce n'est pas comme ça, quand on ne sent pas un certain soutien, un certain lien très fort entre le peuple et l'État, il y a forcément dissension. Donc pour y arriver, ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas la méthode choisie. La méthode choisie n'est pas la bonne, c'est tout. La méthode choisie n'est pas la bonne. Et la volonté politique est en souffrance. Et l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut pour mener cette politique-là doit être un homme enclin fondamentalement d'humilité, d'intégrité et de bonne foi. Et ces valeurs sont intrinsèques et elles sont réclamées dans toutes les républiques. Et les États de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, ceux qui président ces républiques à l'heure où nous sommes en train d'opiner ne voient pas encore la chose ainsi. Ils se croient comme un lion dans la savane, ils se croient invulnérables, ils se croient intouchables. Et le pouvoir, comme tel que l'a décrit Montesquieu, fait appel à des abus, il en abuse, il en suruse, il en mésuse. Et quand ça pète maintenant par un coup d'État, ils sont fondamentalement humiliés. Mais puisque votre mode de gouvernance a passé tout le temps à humilier le peuple, à éprouver du mépris pour le peuple, à ne créer que des tensions ou des zones de tension, il va de ce que quand le pouvoir va au crépuscule de votre mandat, vous soyez surpris par des hommes militaires et qui se disent volontaires et qui viennent pour libérer le peuple. Mais malheureusement, nous sommes en train d'assister à un autre phénomène qui semble être aussi du terrorisme, du djihadisme, et passer par un coup d'État militaire et venir et mettre un terme à toutes les institutions et dire qu'on veut jouir de tel nombre d'années pour mener une politique de transition qui, au lieu de rester transition, finit par des glissements ou par des arrangements tordus pour s'éterniser et tout ça. C'est-à-dire, ce sont des choses qui atteste de ce que c'est un président français qui l'a dit, dont j'oublie le nom, la démocratie elle n'est pas faite pour les Africains. C'est une vérité amère, mais le temps qu'on commence par lui donner raison.
Et faudra-t-il pas adapter la démocratie à nos réalités? Parce que c'est la mode aujourd'hui, il faut toucher la Constitution. À défaut de toucher la Constitution, il faut forcer pour faire un troisième mandat. À défaut de cela, il faut faire un dauphinat. On veut s'accrocher coûte que coûte. Je suis parti, mais je ne suis pas parti. Et donc, et voilà. On a applaudi ce dauphinat au Niger au départ. Et voilà qu'on est à peine au médian de son mandat et on constate qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui tire les ficelles. Parce que sa politique n'est pas différente de la politique menée par l'ancien président nigérien, et sa politique ne tourne pas fondamentalement dos à ce que faisait l'autre. Sa politique va directement dans la lignée de ce que faisait déjà l'autre. C'est pas ce que veut le peuple, c'est pas ce que veut le peuple. Alors, Seydou Kossen Maïga, Issoufou Mahamadou, Mohamed Bazoum, quand même deux profils forcément différents. Différents en quoi? Je vous pose la question. Oui, mais différents en tant que... Parce que chaque être humain est différent de l'autre, peut-être, c'est tout. Mais ils ont été fabriqués par la même machine, c'est-à-dire le PNDS, c'est une machine qui a fabriqué Issoufou Bazoum et tous les autres. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, ce qu'il disait mon collaborateur, M. Kofidia, c'est-à-dire que ce dauphinat, il est effectif. Il y a un des conseillers à la communication de Bazoum Mohamed, qui s'appelle M. Waziri, qui a essayé, dans sa méthodologie de communication, de comparer Issoufou et Bazoum et de montrer la différence aux Nigériens que vous n'êtes plus sous Issoufou, c'est un nouveau système qui commence. Vous savez quelle a été la finalité? Il a été contraint à la démission. Par qui? Par le clan Issoufou. Vous voyez, on sait qui dirige le Niger. Donc la différence entre Issoufou et Bazoum, c'est qu'Issoufou, c'est un ingénieur des mines, Bazoum, c'est un philosophe. Donc Issoufou, il est très intelligent. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était brillant à l'école. Et il a mis en place un système tellement huilé de corruption, de détournement des deniers publics qui, au bout du système, lui profite, parce que c'est vers lui que ça vient. Il a pu positionner en partant son fils au ministère le plus juteux, entre guillemets, le ministère du pétrole. Il a imposé au ministère régalien ses proches et amis fidèles. Et voilà que Bazoum, lui, aussi, Issoufou, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé un système qu'il continue à diriger sans être assis sur le côté présidentiel. Voilà le rationalisme de l'ingénieur des mines qui est Issoufou. Bazoum, pendant ce temps, il passe son temps à faire des propos mielleux, comme le disait mon collaborateur, M. Kofidia, à essayer de plaire aux Nigériens, à essayer de les convaincre qu'il n'est pas celui qui l'a remplacé. Mais il n'a aucun pouvoir. Il n'arrive pas à nommer les gens. Il n'arrive pas à les faire partir. Il nomme ceux que Issoufou lui impose. Donc, la différence entre eux, c'est que l'autre est un philosophe, l'autre est un ingénieur de mine. À part cela, Bazoum n'est pas autonome dans sa gestion. C'est Issoufou qui dirige. Voilà, on vous aura compris rapidement, Hilaire Kofidia, par rapport au profil des deux hommes. Mohamed Bazoum est quand même quelque peu différent. Et on rappelle qu'il vient à peine d'entamer son premier mandat. Donc n'a-t-il pas encore le temps ou la liberté de s'affranchir de cette tutelle-là que vous semblez peindre? Non, même les jumeaux ne sont pas identiques. Le profil de Bazoum semble un peu être différent du profil de l'ancien président de la République, pour la simple raison que chez Bazoum, on sent un peu plus de cohérence et de constance dans sa façon de gérer la République. Le simple fait d'aller au chevet déjà de la population, c'est une marque d'affection, d'admiration et de conscience retenue et vue. Et cela est applaudi. Et je pêcherai en disant, et comme moi, mon interlocuteur, que les deux, l'un est philosophe, ingénieur, et que malgré tout ça, le profil est le même. Non. Et Bazoum a besoin juste d'un peu de courage pour booster les choses et
créer ce que j'appellerais une rupture entre le maître et l'élève. Et ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver, c'est sûr et certain. Parce que on a beau épouser la même idéologie, on a beau épouser les mêmes objectifs, et il y a les réalités du pouvoir qui vous obligent à prendre votre propre chemin. Votre propre chemin, c'est sur ces motifs d'espoir que nous mettons un terme à cette émission débat. Vous êtes Hilaire Kofidia, juriste analyste politique. Face à vous, Sédou Kausen Maïga, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.